Premièrement, comment est-ce possible qu'un EV puisse rouler à l'essence? C'est une question tout à fait légitime qu'on est en droit de se poser sérieusement, non? 1200 km, 750 miles d'autonomie promise, combien dans la réalité? Et deuxième bonne raison, voici le Nissan Qashqai actualisé, le restylage. Est-ce qu'il est vraiment bon? Qu'est-ce qu'ils ont changé exactement? Et est-ce que c'est l'un des meilleurs SUV compacts en termes de rapport qualité-prix? On vous présente aussi les deux moteurs disponibles. Alors, suivez AutoG Fuel avec Thomas en 4K, plein écran et en intégralité. Passons maintenant à la Nissan Qashqai restylée avec son design N distinctif et sa calandre qui évoque clairement les armures japonaises d'autrefois. Vous savez, ces points individuels ici, très intéressant, mais un design moderne cool. Absolument, le bleu profond est la couleur même de ce véhicule ici, plutôt une couleur foncée verdâtre. Je ne suis pas sûr que l'eau devienne plus verte à mesure qu'on s'enfonce. Ouais, peut-être que des spécialistes des océans pourraient nous en dire plus là-dessus. Longueur de 4 mètres 43 cm au total, des roues entre 17 à 20 pouces et ce N-Design arrive avec les plus grandes jantes 20 pouces. Bien sûr, ça fait aussi perdre un peu de confort, c'est certain. Donc personnellement, je n'opterai pas pour les plus grandes jantes. Avec la version de base, on démarre tout de même avec des passages de roues contrastés. Les finitions milieu et haut de gamme ont aussi les passages de roues peints et des contrastes noirs au rétroviseur. Très joli dans l'ensemble. Regardez aussi ces feux arrière modernes, un design actualisé vraiment contemporain, notamment avec ces points individuels ici. Aujourd'hui, l'e-Power est ce concept ici car ils ont un moteur turbo normal, mais aussi cette soi-disant version e-Power. Je vais vous expliquer tout ça, c'est important à savoir. Mais côté design extérieur, je pense qu'ils ont vraiment assuré. C'est aussi pourquoi le Nissan Qashqai a été un SUV très réussi, surtout en Europe, au Royaume-Uni, là où il est aussi produit, à Sunderland. On passe maintenant aux motorisations. Un peu déroutant car le moteur avec la plus petite capacité a plus de cylindres. Mais celle que vous avez là, par contre, c'est bel et bien un moteur 3 cylindres d'une cylindrée de 1,5 litres. Et celle-ci est donc associée à la motorisation hybride appelée Nissan e-Power. Et qu'est-ce que cela signifie concrètement? Ce modèle offre 190 chevaux et jusqu'à 202 en mode sport exclusivement. C'est intéressant. 8 secondes pour l'accélération jusqu'à 1 km/h. La batterie hybride est de 2,1 kWh. Déjà assez substantiel. Et ce qui est vraiment spécial avec ce modèle en particulier, c'est qu'il roule en permanence en mode électrique. Donc si on se base strictement sur la définition de conduite, c'est bel et bien un véhicule électrique. Simplement, on ne peut pas le recharger. Ce n'est pas un hybride rechargeable, mais ici, ce moteur à combustion fait office de générateur. Pourquoi font-ils ça? Parce que comme il n'est pas directement connecté aux roues, mais que la voiture roule à l'électrique grâce à cette batterie tampon, ce moteur ici peut toujours tourner à un régime plus constant et ça le rend plus efficace. Et maintenant, avec la dernière version, ils améliorent le système. Avant, ça fonctionnait, disons, plutôt bien, mais il n'y avait pas de différence significative d'économie de carburant par rapport à un autre moteur à essence très performant ou à un autre hybride. Ils ont amélioré le système qui est maintenant plus efficace, moins gourmand en consommation et aussi plus silencieux. Donc la différence en décibels est de 5,6 décibels de moins, ce système maintenant qu'avant. Donc une expérience plus apaisante. Et ils promettent 1200 km, 750 miles d'heure. Autonomie est 4,5 litres par 100 km et plus. Ce sont les chiffres officiels, comme le cycle de conduite WLTP, donc probablement un peu plus élevé que ça. Mais on fait le test dans des conditions réalistes et moyennes, avec autoroute, un peu plus de vitesse, un peu moins de vitesse, conduite en ville, conduite à la campagne, et puis on voit quelle est l'efficacité. Et cela peut-il vraiment constituer une alternative au tout électrique pour s'habituer à la conduite électrique tout en gardant la possibilité de faire le plein car les véhicules électriques sont déjà très efficaces et fonctionnent parfaitement. Mais tout le monde n'a pas encore l'infrastructure de recharge à la maison et cela peut être une solution pour eux. Voici la télécommande. Fine, légère. Je trouve ça plutôt cool. Et ce qui est cool aussi, c'est quand on regarde. Le reflet ici, avec des vitres teintées, on peut voir les cheveux de Léa qui volent. C'est beau, pas vrai? Alors, maintenant, passons à la qualité de fermeture de la porte. Ici, tu appuies pour l'accès sans clé, mais tu peux aussi le faire automatiquement ici.
assez solide. C'est bon. Puis à l'intérieur des portes, ici dans la partie avant, c'est également souple en haut. Microfibre intégrée dans cette finition, commande classique pour les fenêtres, etc. Cependant, ils ont tout tassé dur en bas et maintenant plus sur l'habitacle et surtout avec ce lifting, vous pouvez voir, ce n'est pas une installation double ou quelque chose, mais avec ce lifting, ils ont épaissi le verre des vitres ici. Également pour une meilleure isolation acoustique globale du véhicule. Bienvenue dans l'habitacle de la Nissan Qashqai restylé. On retrouve un nouveau système d'infodivertissement avec écran large et intégration native de Google Maps, le système étant désormais entièrement supporté par Google. Ça veut dire que vous pouvez aussi lui parler en disant « Hé, fameux moteur de recherche », je ne vais pas le dire maintenant pour ne pas que tous les téléphones portables s'activent chez vous. Ça a l'air très moderne et c'est bien qu'ils aient laissé Google faire son truc. Un insert en microfibre au niveau du tableau de bord, aussi avec un élément décoratif sympa là. La boîte à gants est là, pas trop grande. Les sièges ici en cuir animal. Mais un design similaire, juste avec un piquage différent, serait aussi disponible en simili-cuir. Je prendrais plutôt celui-là, où les sièges en tissu d'entrée de gamme ou le mix tissu simili-cuir est aussi dispo. Il faut vraiment fouiller en détail dans le configurateur pour voir ce qui vous correspond le mieux. Et vous pouvez par exemple conserver un prix bas. Le Qashqai est vraiment intéressant surtout en finition basse ou moyenne pour bénéficier d'un tarif très attractif et d'un excellent rapport qualité-prix. Le volant dispose toujours de boutons manuels en plus, et puis il y a aussi cette interface manuelle pour la clim. Là, la vitesse du ventilateur est aussi une solution simple pour le climat, pour les températures, cool. Et puis pour le chauffage des sièges, quand on roule, il y a aussi toutes ces petites lumières-là. Une interface simple et intuitive, un bouton de volume manuel ici, c'est ce que j'apprécie vraiment. La sellerie elle-même, soit dit en passant, est très ferme, un peu sportive. Je suppose que les sièges en simili-cuir et tissu sont un peu plus souples grâce à l'amortissement individuel. Et puis ici, le chargeur inductif n'est pas ventilé. Ensuite, voici le levier de vitesse automatique, mode D ou B. Il y a un mode de récupération plus puissant, le bouton E-pédale. Et puis le bouton EV pour la récupération maximale qui permet de rouler uniquement en électrique. Mais la plupart du temps, c'est mieux de laisser la voiture gérer pour être le plus efficace possible. Et puis, le mode sport est accessible ici avec ce sélecteur. Et en mode sport ici, 202 chevaux au lieu de 190 chevaux. Uniquement dans ce mode sport, donc ici pour l'e-Power, belle housse en microfibre, ici pour l'accoudoir. Après, tu peux replier ça. C'est comme séparer petite niche et la plus grande en dessous avec les connecteurs USB-C où je charge généralement mes téléphones aussi. Les portes-gobelets ne sont pas adaptatifs, cela dit, et ici, la perspective du conducteur avec les vrais boutons pour le régulateur de vitesse, par exemple. Le côté gauche est très intéressant. Appuyez ici une fois. Oh, voilà, donc dans ce menu. Et puis on peut passer en mode personnalisé pour les aides à la conduite. Ça permet aussi de désactiver les bips imposés par l'UE. Le bip de limite de vitesse, etc. Puis l'unité infotainment principale. On retrouve l'intégration native de Google Maps. Le reste du système de divertissement est, disons, intéressant jusqu'à étrange. Ce que je ferai ici, c'est juste utiliser la prise en charge native de Google Maps ou bien Apple CarPlay, Android Auto. Sièges arrière, maintenant un détail très pratique pour ceux qui doivent installer des sièges enfants ou pour les passagers âgés. Regardez bien ça, c'est intéressant. Portière arrière qui s'ouvre à 90 degrés. C'est sympa, coque rigide au-dessus. Cette finition offre un insert Alcantara aux portes. Coque rigide ici. Et facile d'accès. Point d'ancrage Isofix placé à l'extérieur. Ces clips sont spécifiques pour le rangement. Et puis vous pouvez rabattre ça ici. Les gobelets se présentent ainsi, donc ils ne sont pas adaptatifs. On peut voir le toit vitré panoramique. Un store s'active automatiquement dès qu'on allume le contact. On peut juste actionner ce store, ce qui s'avère bien pratique pour se protéger des rayons du soleil lors d'une journée d'été très chaude. Et puis, pour l'espace que nous avons ici, avec les genoux, ça devient vraiment serré quand je conduis, avec le siège conducteur réglé pour moi. Pas la plus longue, mais la Sportage, par exemple, offrait plus d'espace. Et l'espace pour la tête aussi proche, mais ça passe avec ma taille de 1,89 m. Ouais.
ça passe à l'arrière. La limite, c'est l'espace pour les jambes. On pourrait gagner en confort au niveau des sièges en choisissant soit le tissu, soit le cuir, coffre de 500 litres. Et c'est très intéressant parce que vous avez ici des options flexibles à ion électrique. Alors, commençons d'abord par ce très grand couvercle ici. Pour que vous puissiez mieux voir vos affaires, mais ce chariot ici rentre aussi en dessous. Et vous savez, c'est standard ici, 1,40 m. Mais vous voyez, il est plus large que ça, même entre les ailes de roue. Donc en fait, assez large, je peux facilement rabattre les sièges quand j'ai rangé cette bâche. Et c'est vraiment très pratique et utile au quotidien pour gagner plus de place rapidement. Et puis la longueur totale est de 65 pouces ou 1,65 m. Et la hauteur ici est aussi très importante. Mais on mesurera ça bientôt. Avant tout, vous pouvez installer ce dispositif ou bien le retirer très facilement. La partie avant se monte et se range comme ça. Vous pouvez glisser un sac à dos ici, par exemple, système audio et caisson de basse en dessous, ou vous pouvez simplement retirer ces deux parties. C'est également possible. Et là, on a ici une hauteur totale de environ 33 pouces ou 83 cm et c'est en fait assez bon en commençant par le Nissan Qashqai e-Power dans cette prochaine étape évolutive. Et oui, comme la miniature l'indiquait, ce VE roule au carburant et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir de cette caméra, mais moi j'ai la visualisation pour vraiment voir ce qui se passe en ce moment. Parce que si vous n'aviez pas la visualisation, ce serait difficile de déterminer ce qui est actif en ce moment et ce qui ne l'est pas. Donc en ce moment, le moteur à combustion fonctionne. Mais nous roulons toujours à l'électrique parce que cette voiture roule toujours à l'électrique, peu importe si le moteur à combustion tourne ou non. Mais on sent à peine les transitions, surtout comme ici à 50 km/h, comme avec plus de bruit de roulement des pneus et ainsi de suite. Et comme je l'ai dit plus tôt, ils ont réduit le niveau de dB de l'ensemble du système de 5,6 décibels, ce qui est vraiment beaucoup plus silencieux qu'avant, sans aucun doute. Et je pense que quand on va, par exemple, rouler là-bas très bientôt, alors probablement le moteur à combustion va de nouveau s'éteindre. Donc ça alterne toujours et parfois quand tu roules, par exemple, un peu plus lentement en ville, alors là encore, il finit par s'éteindre automatiquement tout seul. Mais il faut vraiment se concentrer pour l'entendre ou le voir dans cette visualisation. La seule fois où tu l'entendrais activement, ce serait plutôt quand tu as les fenêtres baissées. Ou par exemple, si tu roules vraiment très lentement et que la combustion se déclenche, mais la plupart du temps, quand tu roules lentement, tu es en mode électrique de toute façon. Et tu peux aussi le forcer manuellement si c'est possible via ce bouton UV juste ici. La récupération n'est généralement pas très forte, mais tu pourrais aussi activer le U-pédale. Et quand tu relâches l'accélérateur, la récupération devient nettement plus forte. À part ça, si tu n'as pas l'U-pédale activé, tu fais la récupération juste avec la pédale de frein. Ça aura plus ou moins le même effet. Et là, le moteur s'était déjà complètement coupé juste avant d'attaquer cette descente en fait. Et ouais, surtout à ces vitesses-là, on sent vraiment à peine la différence. Ah oui, je ne l'ai vu qu'aux instruments. La pluie est aussi un peu captée. Et c'est ça le truc. Dès que tu as un autre bruit, comme la pluie ou de la musique, ou que tu parles à quelqu'un d'autre, alors tu l'entends plus de toute façon. Alors en effet, ça roule plus ou moins comme un véhicule électrique, mais ça fonctionne à l'essence. Donc l'affirmation est bel et bien vraie. C'est vraiment très intéressant, surtout maintenant avec cette deuxième itération du système. Quelques autres facteurs, car avant de passer à des vitesses plus élevées, la suspension ici en ville est vraiment dure, surtout avec ces jantes de 20 pouces. Donc je peux vous conseiller de ne pas choisir les jantes de 20 pouces parce qu'avec la suspension assez ferme qu'ils ont ici, c'est vraiment très rude à droite. Alors surtout quand la route est inégale, vous pourriez même le voir à la caméra, c'est une voie très chaoteuse. Alors je ne peux pas prendre ces grandes jantes, elles sont belles, oui bien sûr. Mais vous devriez aussi penser à votre confort. Ici, tout le temps, le moteur thermique est éteint. Cela, bien sûr, aide aussi pour la consommation. De plus, la récupération d'énergie est possible. Vous voyez également cette visualisation là-bas. Donc globalement, c'est une conduite vraiment très relaxante.
C'est ça l'idée. Vous pouvez déjà vous habituer à ce que c'est que de conduire, se détendre avec ce style de conduite électrique. Pourquoi pas? Et ça rend aussi tout hyper fluide, car il n'y a pas de passage de vitesse ou un truc dans ce style-là. Même si tu es coincé dans les embouteillages ou un truc du genre, c'est facile d'avancer doucement, puis de donner un petit coup d'accélérateur à nouveau et peut-être de reposer le pied sur le frein. Donc toutes ces transitions dans ta conduite au quotidien sont vraiment toutes douces. On sort d'abord ici, fait en gros un demi-tour, puis on accélère à fond pour se relancer sur l'autoroute et profiter d'une conduite vraiment dynamique, agile et fluide. Mais là, je veux vous montrer quand on sort. Comme la suspension est plutôt rigide, ça donne une bonne sensation sportive, aussi sympa au niveau de la direction. C'est cool. C'est donc amusant de conduire et de diriger le véhicule. Aussi ici, par exemple, dans ce virage en S, c'est sympa. Là, les plus grandes roues aident vraiment. Aussi parce que le tarmac est vraiment lisse et tout ça. Mais justement, quand ça arrive dans les nids de poules et tout, là, c'est un peu plus compliqué. On va bientôt entrer dans un tunnel avec son éclairage ambiant. Et là, pour l'instant, évidemment, tout est encore éteint et j'aime vraiment ce flottement dans le trafic. C'est vraiment à ça que sert ce véhicule. J'ai encore plus hâte de voir la situation quand on va mettre les gaz à fond. Et est-ce que c'est comme un CVT qu'on a comme ça? Et ça fait un peu bizarre. On va voir ça. Mais jusque-là, c'est une sensation vraiment très relaxante et particulièrement agréable pour ce véhicule. Le concept fonctionne carrément en ville, en circulation et même sur les routes de campagne, c'est certain. Mais est-ce que ça marche vraiment sur l'autoroute allemande? Mais avant ça, encore quelques virages. Par exemple, voyons jusqu'où je dois braquer dans un virage à 90 degrés. Un peu plus que 90 degrés, presque 180, mais ça reste très naturel, tu sais, comme l'action de la direction, c'est vraiment agréable, comment la voiture suit mes commandes. Maintenant, le moteur à combustion s'est rallumé, oui, une fois de plus, à peine senti, même s'il ne pleut pas en ce moment. Voyons maintenant quand j'arrive au prochain feu, quand est-ce qu'il s'éteint? Non. Vous avez entendu? Non. Même Léa, non. Et c'est significatif car elle a une ouïe Yeah. exceptionnelle, pas juste des oreilles jolies, mais des capacités auditives hors pair. Ouais. Mais je parie qu'elle va entendre le moteur maintenant qu'on va accélérer. Et maintenant, dans le tunnel, tu peux voir l'éclairage de l'air, surtout ici, côté passager, à l'intérieur de la portière, ici autour du levier de vitesse. Le levier automatique, plutôt sympa en réalité. Et il est en bleu océan profond. Ensuite, on peut aussi passer en mode sport. Là, les instruments deviennent rouges. Pour l'instant, le moteur thermique est encore éteint, mais dès que je vais accélérer, il va certainement s'allumer et ensuite attendre que le tunnel soit terminé, que vous pourrez très probablement capter la différence au niveau sonore à cet instant très précis. De 80 km à l'heure, on va maintenant accélérer jusqu'à 120 km à l'heure. 150, 170 km à l'heure, je pense que c'est suffisant pour l'instant. Ce n'est pas trop bruyant ici maintenant, peut-être vers 170, puis le bruit du vent augmente et ainsi de suite, mais c'est toujours acceptable. Je veux dire, compte tenu du prix et du segment de ce véhicule, certainement. Et je veux dire, nous avions cette poussée électrique en avant en même temps que le bruit du moteur à combustion, mais ce n'était pas trop fort. Je veux dire très silencieux même lors d'une forte accélération. Et je pense une bonne vitesse de croisière ici, peut-être vers 130 et ainsi de suite. Et ici par exemple. Le moteur à combustion était également partiellement éteint à nouveau, juste quand je relâche l'accélérateur. L'accélérateur, maintenant, il se réenclenche de nouveau. Surtout à ces vitesses plus élevées, on ne ressent pratiquement aucune différence. La suspension est également assez stable, comme quand je fais ce changement de voie là. Et voilà, il s'éteint encore une fois. Donc à présent, je roule en mode tout électrique et il ne se remet en marche que si j'appuie un peu plus sur la pédale, donc des allers-retours constants, presque imperceptibles. C'était assez marrant d'ailleurs, surtout lors des accélérations franches, ça arrive de manière plutôt spontanée. Voilà une accélération instantanée, typique d'un véhicule électrique, et en même temps. On entend un peu le moteur thermique tourner,
Mais une différence énorme par rapport à la version précédente de ce système e-Power où il est bien plus silencieux maintenant. Alors, je veux dire, Honda a aussi, en quelque sorte, un système qui n'est pas exactement le même parce qu'il peut aussi utiliser directement sur le moteur à combustion ici chez Nissan. Ils ont vraiment décidé de hey, n'utiliser que l'électrique pour conduire et le moteur reste le générateur, c'est tout. Tu sais, une décision vraiment intéressante. Et là maintenant, peut-être lors de la première itération, ça allait, mais ce n'était pas si convaincant. Mais là, avec cette deuxième génération, ils veulent vraiment, vous savez, rendre le système plus parfait pour constituer une vraie alternative solide à l'approche hybride classique et aussi aux véhicules entièrement électriques, là où peut-être tout le monde ne peut pas encore charger à domicile et ainsi de suite. Mais ce qui est encore plus important maintenant, c'est quand on roule un peu plus loin, à des vitesses moyennes différentes et ainsi de suite, et qu'on prend une moyenne vraiment réaliste. Est-ce que c'est vraiment logique? D'un point de vue consommation, et on peut constater que ça marche pour notre trajet d'aujourd'hui, mais aussi pour une moyenne un peu plus longue. Environ 5 litres, 47 miles par gallon US, 56 miles par gallon UK. Et si vous roulez à 130 km par heure sur autoroute constant, à 110 à 130 km par heure, on fait environ 60 km par litre, soit 39 miles par gallon US, 47 miles par gallon UK, ce qui reste très bien. Oui, donc globalement, le système fonctionne. Il fonctionne même beaucoup mieux quand on roule à une allure modérée et raisonnable. Donc beaucoup de trajets en ville, routes de campagne, etc. Et des vitesses stables sur autoroute, moins élevées qu'en Allemagne par exemple. Donc d'autres pays aux limites plus basses seraient encore plus adaptés. Alors oui, effectivement, elle roule à l'électrique, mais on peut quand même la ravitailler. Ça pourrait donc être une technologie de transition pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de recharger. Oui, c'est très intéressant et ça rend la conduite plus calme. Pas de passage de vitesse, rien. Et avec le facelift, ils ont vraiment amélioré l'insonorisation, même au niveau des vitres. L'e-Power est aussi nettement plus silencieux. C'est une solution différente et vraiment très intéressante. Comparé à une voiture hybride, t'en penses quoi? X-Series, ça marche super bien. L'intérieur a une belle finition. Je choisirais aussi les sièges sans matière animale. Ils offrent vraiment plein de choix. Le seul bémol, c'est que je ne prendrai pas les jantes de 20 pouces parce que ça rend la conduite assez dure. Je dois dire que c'était le point le plus négatif. Pour le reste, c'est un bon ensemble complet avec une bonne offre d'espace, etc. Les tarifs débutent à 34 000 € et peuvent atteindre 50 000 € pour la version e-Power entièrement équipée. Mais je trouve que c'est un bon ensemble, une offre intéressante. Et le prix au Royaume-Uni en livres, si vous ôtez environ 4 000, vous obtenez le tarif en livres. Et un ensemble similaire à un tarif comparable serait par exemple la Kia Sportage que nous avons récemment testé pour vous, et plus cher le VW Tigane.